Nous allons continuer le traitement de notre formulaire de validation comptable. Reconnectons-nous en tant que comptable. Voilà. Alors, d'abord, on constate une chose, c'est que lorsqu'on clique sur déconnexion, on revient sur notre formulaire de logging. Il y avait un problème dans la vidéo précédente qui faisait en sorte que, en même temps que le formulaire de logging, il y avait également un autre formulaire, le formulaire du comptable, qui venait s'afficher en dessous. Il y avait un bug dans l'application. Si nous allons ouvrir le fichier index2 ou index.php, si nous descendons au niveau où on soumettait le formulaire de saisie du comptable, on avait une condition qui était erronée, qui a été transformée ici. On doit avoir la condition suivante, if, parenthèse ouvrante, $action égale saisie comptable, et i7 $_ modifié. C'est-à-dire que jusqu'à là, on teste ce qu'on a cliqué. On a soumis le formulaire du comptable et bien sûr, la valeur cachée $action prend la valeur saisie comptable. Ou est-ce que $action est égal à saisie comptable, donc toujours l'action provient du formulaire du comptable, et est-ce que on a cliqué sur un lien hypertexte, on n'a pas soumis le formulaire comme on l'a fait tout à l'heure, on a cliqué sur un lien hypertexte, en l'occurrence des connexions. Et là, en modifiant la condition qu'il y avait dans la vidéo précédente de cette manière-là, eh bien, on n'a plus le bug qui consistait à avoir le formulaire du comptable qui s'affichait en dessous. Maintenant, si on se connecte encore une fois en tant que comptable, ce qu'on souhaite faire, c'est que dans cette zone-là, dans les zones repas midi, nuitée, étape, kilomètre, montant, nombre de justificatifs, on souhaite que ce soit des valeurs numériques qui soient affichées, et ici une date. Donc, il faut aller dans le formulaire de validation du comptable, et dans ce formulaire, on va réaliser les transformations suivantes. Au niveau de la saisie des frais forfaits, on va tout simplement modifier le type en number. Là, au lieu de laisser texte, comme ça, ce sera uniquement du numérique qui sera saisi à ce niveau-là. Plus bas, pour la date, on va mettre type date, comme ça, pas de problème d'erreur sur la saisie de la date. Ici, pour le libellé, on laisse un texte. Et enfin, plus bas, nous allons, ici, pour le nombre de justificatifs et le montant hors classification, le type sera number. On en profite également pour donner un ID à ce niveau-là. On va donner un ID à la zone de sélection où on sélectionne l'état de la fiche de frais. Donc on lui donne le même ID que le NEM parce qu'on va avoir besoin de traiter tous les éléments de ce formulaire avec du JavaScript. Et donc, si
on revient sur notre formulaire. Là, si on saisit un visiteur, qu'on le recherche, on a bien ici l'impossibilité de saisir des zones, des valeurs autres que numériques. Et ici, on peut sélectionner notre date. Voilà. Alors, ces contrôles se font côté JavaScript. Les contrôles PHP sont absolument indispensables parce que le JavaScript, c'est quelque chose qui peut être désactivé côté front et qui n'assure pas une sécurité, une intégrité des données absolument parfaite. Donc il faut impérativement que tous les contrôles que l'on effectue côté client soient également effectués côté PHP. On verra ça dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, on va s'intéresser à un autre problème. Ici, on constate que lorsqu'on sélectionne un utilisateur avec un mois donné, on constate que lorsqu'on clique sur le bouton Rechercher, on resoumet le formulaire une seconde fois au serveur. Ça veut dire que on lui envoie absolument toutes les données qu'il y a dans ce formulaire, alors que la seule chose que l'on aurait besoin de faire à ce niveau-là, lorsqu'on clique sur Rechercher, c'est d'envoyer juste le visiteur et le mois pour pouvoir récupérer via la base de données les informations de ce formulaire. Pour ça, donc on va utiliser la technologie Ajax, c'est du JavaScript. Qu'est-ce que Ajax? Ajax, c'est une technologie qui permet de faire ce qu'on appelle un traitement asynchrone. Traitement asynchrone, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que lorsque on va soumettre via Ajax une requête à un serveur distant, eh bien, en attente des résultats, lorsqu'on est en attente des résultats, l'écran n'est pas figé. On peut continuer à travailler. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'expérience utilisateur. L'écran n'est absolument pas figé en attente des résultats pour que le programme puisse continuer. Et donc, ça c'est le premier point, premier élément, premier avantage que nous fournit Ajax. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on va cliquer sur Rechercher, on va envoyer uniquement les données nécessaires. On ne soumet pas toutes les données. On ne va pas demander au serveur de reconstruire l'intégralité du formulaire. Non, on va lui envoyer juste l'idée du visiteur et le mois concerné. Ensuite, le serveur va effectuer le traitement qu'on va lui demander. Il va nous renvoyer les données au format JSON. Donc le formulaire n'est absolument pas reconstruit dans son intégralité. Et c'est uniquement les zones où on aura besoin d'afficher les données réceptionnées. C'est uniquement ces zones de l'écran qui va changer. Donc on voit que d'un côté, le serveur est soulagé et d'un autre côté, le traitement se fait beaucoup plus rapidement. Donc, nous allons modifier notre code et nous allons construire ce qu'on appelle un web service qui va fonctionner côté serveur et auquel on va soumettre une requête avec Ajax. Dans le dossier modèle, on va avoir besoin de modifier les trois classes frais forfait, ligne frais forfait et ligne frais hors forfait. Donc on va les ouvrir. Il faut, pour chacune de ces classes, implémenter l'interface JSON Serializable. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on implémente cette interface, on va pouvoir convertir les objets de type ligne frais hors forfait en JSON.
et inversement. Donc là, c'est pour convertir, pour pouvoir convertir les objets de type ligne frais forfait en JSON. Et donc, quand on a fait ça, tout en bas, on implémente également la méthode JSON serialize qui, ce sera elle qui sera appelée pour pouvoir justement faire la conversion des objets en JSON. Donc là, ici, on définit tout simplement les différentes propriétés, les différentes clés de notre objet JSON, voilà, qui seront associées aux valeurs correspondantes. On fait la même chose dans la classe ligne frais hors forfait. Donc ici, on va implémenter cette interface JSON serializable. Et plus bas, ici, on définit la méthode JSON serialize. Et on fait exactement la même chose pour frais forfait. Ici, alors c'est pas frais forfait, là on sait, je me suis trompé, c'est plutôt la fiche de frais. Voilà. Fiche de frais pour laquelle on implémente l'interface JSON serializable et bien évidemment on définit la fonction suivante. C'est-à-dire que là, ça va permettre de transformer cet objet en un objet JSON dans lequel il y aura ID visiteur, deux points, alors bien sûr entre guillemets hein, pour l'objet JSON, qui correspondra bien à la valeur qu'il y aura ici, par exemple à 131. Ensuite, virgule, on aura le mois, deux points, qui correspondra au mois qui aura été défini, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc c'est très important d'implémenter cette interface, puisque maintenant nous allons travailler avec à définir un web service. Voilà. Dans le dossier htdoc, ou le dossier www.html.jsp, on va créer le fichier webservice.php. Dans ce fichier webservice.php, on va réaliser le code suivant. D'abord, on va créer, alors que va faire ce code? On va créer un code PHP qui est capable de recevoir des données JSON avec l'API HTTP. Ça, c'est pas nécessaire. Donc, voilà ce que va faire ce code. Il va être capable de recevoir des données JSON avec l'API HTTP et de réaliser des traitements et de renvoyer des données. De renvoyer des données au format JSON. Alors l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement de faire en sorte que JavaScript puisse communiquer avec PHP. Et pour ça, on est obligé de créer ce qu'on appelle un web service. Un web service, c'est quoi? C'est une technologie qui permet à deux langages différents de communiquer entre eux. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va inclure les fichiers nécessaires au traitement. Ces fichiers, ça va être tous ceux de notre application. Ça, c'est le premier point.
Dans un deuxième temps, on va utiliser une méthode qui va nous permettre de récupérer les données JSON qui seront envoyées par l'application cliente. Ici, on récupère les données JSON envoyées par l'application cliente. Alors, comment on fait ça? $input est égal à file underscore get underscore contents php ://input. Ça veut dire que, comme on va le voir quand on va tester, que lorsqu'on envoie une requête via JavaScript ou via le navigateur, eh bien, cette requête va être récupérée dans $input, du moins les données de la requête. Hein, ce sont les données qui vont être récupérées à ce niveau-là. Ensuite, on va récupérer le paramètre que l'on envoie dans l'URL. On va récupérer la dernière partie de l'URL. Alors, notre objectif à nous, ça va être le suivant, c'est-à-dire ce qu'on veut faire. On veut construire une URL qui va avoir cette forme-là. http localhost /gsp/ on veut dans l'URL passer le code du visiteur, l'idée du visiteur, et on veut pouvoir passer le mois également. Donc, nous, on veut envoyer une URL qui sera sous cette forme-là au programme PHP que l'on est en train de construire, au web service, et le web service, alors je peux reprendre cette URL pour la mettre ici, voilà, à ce niveau-là. Donc, type d'URL traité par ce code. Voilà. Et donc, quand j'envoie cette URL, l'objectif, c'est que notre programme puisse récupérer le A131 qui est ici, c'est-à-dire l'idée du visiteur, et le 10 qui est ici, c'est-à-dire le mois. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer donc le paramètre que l'on envoie dans l'URL, ou les paramètres. Hein. On va récupérer la dernière partie de l'URL. On va utiliser cette instruction. $path égale $_server pathinfo. Qu'est-ce qu'elle fait cette instruction? $server pathinfo va récupérer dans cette variable tout simplement cette partie-là. Voilà ce que va faire cette fonction. Ensuite, on va éclater la dernière partie de l'URL dans un tableau. Alors, la dernière partie de l'URL, c'est tout simplement la partie qui est récupérée à ce niveau-là. Alors, comment on l'éclate? Pour ça, on écrit explode /,$path. Le $path qui est ici, c'est la dernière partie de l'URL qu'on a récupérée à ce niveau-là. Et donc, on éclate dans un tableau cette dernière partie de l'URL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le tableau $paramètres, on aura plusieurs choses, plusieurs valeurs. Dans l'indice 0 de ce tableau, on aura un champ vide. C'est comme ça pour la première valeur. Pourquoi? Parce que la dernière partie de l'URL, c'est celle-là. Donc, comme la dernière partie de l'URL, c'est celle-là, on voit que la première partie de cette dernière partie, c'est du vide. Ensuite, la deuxième partie, c'est ça. C'est-à-dire la valeur qui est située à l'indice 1, c'est celle-là. Et la valeur qui est située à l'indice 2, c'est celle-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la partie qu'on récupère, c'est ça. Et donc, quand on va faire l'explode, ça veut dire que le code va récupérer les parties qui sont situées avant les slash à chaque fois et après. Donc le premier élément qui est situé avant ce slash, c'est du vide. Le deuxième, c'est A131. Le troisième, c'est
tout simplement le mois. Ensuite, on récupère donc l'id sélection. On écrit id sélection égale $paramètre 1, ça veut dire qu'on va récupérer l'id du visiteur. Ensuite, $id mois est égal à $paramètre 2, ça veut dire qu'on va récupérer le mois. Alors attention, cette id et ce mois doivent exister dans les tables frais forfaits. Ensuite, on instancie les DAO. Donc on va avoir $DAO ligne frais forfait égale new DAO ligne frais forfait. Même chose pour la DAO ligne frais hors forfait. Même chose pour la DAO fiche frais. Même chose pour la DAO visiteur. Bon, normalement la DAO visiteur, on n'en a pas besoin dans ce traitement-là. Bon, je les ai tous instanciés comme on a fait dans notre code précédent. À quoi ça va nous servir, ces DAO-là? Ça va nous servir en fonction de l'id visiteur et du mois à récupérer les valeurs correspondantes. Ensuite, on va récupérer les lignes frais forfait pour le visiteur et le mois concerné. Comme on avait fait dans le code précédent, on va tout simplement faire appel à la méthode list ligne frais forfait by month et on lui passe tout simplement l'id du visiteur et le mois. On fait la même chose pour les frais hors forfait. On fait exactement la même chose pour la fiche frais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les données que l'on a récupérées dans un tableau associatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tableau, on va voir sa forme dans quelques instants, ce tableau, on va lui donner le nom $données et on va lui donner un indice ou un identifiant, une clé qu'on va appeler FFF. Ça va identifier les informations qui sont liées aux frais forfaits. Et on lui passe $ligne frais forfait qu'on a récupéré plus haut ici à partir de la base de données. Pour les frais hors forfait, on va écrire $données hors frais forfait. Et on lui passe les frais hors forfait qu'on a récupérés plus haut. $ligne frais hors forfait, qui sont situés à ce niveau-là. Ensuite, on fait exactement la même chose pour la fiche de frais. Donc, $données frais, fiche de frais. Et donc, on va récupérer la fiche de frais que l'on a récupérée à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ce tableau associatif, cette array, on va le convertir en du JSON. JSON underscore encode. Voilà, et on stocke ça dans une variable, $encode, que l'on va renvoyer. On sauvegarde, on va aller faire un test. Alors, http://localhost/gsb/ alors j'ai oublié ici, bien sûr, web service, le fichier .php/. Voilà donc comment sera la forme de l'URL plutôt. Alors je vais la modifier dans le code à ce niveau-là. Voilà. Et là, si on teste, attention, mettez un ID visiteur et un mois qui sont dans la base de données. On valide et voilà, ça nous récupère les données au format JSON. Donc on voit qu'on a un objet JSON qui commence à ce niveau-là et qui finit là. On voit qu'on a bien la clé FFF, tableau associatif, deux points, et on a, à partir d'ici jusqu'à là, on a tout simplement les valeurs frais forfait. Ensuite, on a le hors forfait, à ce niveau-là, toujours dans le tableau associatif, c'est ce qu'on avait stocké, et voici comme on peut considérer ici, jusqu'à là, le tableau, un tableau qui contient
les frais hors forfait. Et ici, on a les informations concernant la fiche de frais, et on a bien ici un tableau qui contient la fiche de frais. Et donc, maintenant que nous avons ça, maintenant que nous avons un RESTful Web Service auquel on est capable d'adresser une URL pour récupérer des données, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut qu'on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire que on va aller créer le programme JavaScript qui va permettre de communiquer avec ce RESTful Web Service. Dans le dossier View, nous nous rendons dans le dossier View et nous allons créer le fichier ajax.js. Dans ce fichier ajax.js, qui est un fichier JavaScript, nous allons d'abord définir un objet requête et un objet pour la réponse. Donc on définit l'objet var myRequest, ce sera la requête que l'on fera vers le web service PHP, et là, ce sera la réponse que nous fera le web service, c'est-à-dire qu'on récupérera les données au format JSON. Ensuite, on va définir une fonction, la fonction getData, qui va nous permettre de créer la requête et de récupérer les données. Alors cette fonction, la voici, fonction getData. Dans un premier temps, on définit un objet de type XML HTTP request. Donc on instancie cet objet à ce niveau-là, new XML HTTP request, et cet objet, nous allons créer une référence vers cet objet dans la variable myRequest. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, ça va permettre de pouvoir utiliser un certain nombre de méthodes et de propriétés que nous offre cet objet pour justement créer notre requête asynchrone. Ensuite, cet objet, le voici, donc myRequest, il est ici, et on va tout simplement lui définir une propriété, c'est la propriété onReadyStateChange, à laquelle on va affecter une fonction, la fonction getResponse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Eh bien, à ce niveau-là, le fait d'écrire myRequest.onReadyStateChange, on indique que lorsque l'on aura effectué la requête, eh bien, on va demander à récupérer la réponse, c'est-à-dire à récupérer les données, et les données, l'objectif ce sera de les récupérer dans Response Data, ici. Ensuite, on va définir tout simplement notre requête. Donc, myRequest.open, donc là on va tout simplement en quelque sorte ouvrir une sorte de flux entre le programme en JavaScript et le programme en PHP. Et donc ici on indique quel est le type d'opération qu'on veut réaliser. Ça c'est un verbe HTTP, il y en a plusieurs, il y a le verbe get, le verbe post, il y a le verbe put, il y a le verbe delete. Et chacun de ces verbes peut être affecté à une action. En l'occurrence, nous, comme il s'agit de récupérer des données, donc on va utiliser get. Si c'était agi de créer des données, on aurait utilisé post, de modifier des données put, et il se serait agi de supprimer des données, on aurait utilisé delete. Et on va lui indiquer ici tout simplement l'URL vers notre web service. C'est exactement la même URL que l'on a utilisée tout à l'heure. Alors, ici, on remarque que l'on a mis des valeurs en dur. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord tester notre travail. Et une fois qu'on aura testé, il faudra bien sûr que ces valeurs soient récupérées à partir des champs du formulaire. Mais pour l'instant, on va faire comme ça, il faut d'abord tester notre code. Donc, voilà,
Ensuite, on va indiquer quel est le type de données attendues par notre web service et quel est le type de données attendues par notre application cliente. Ici, donc on écrit myRequest.setRequestHeader content type application-JSON. Comme ça, notre application webservice.php saura que si on lui envoie des données, ce seront des données au format JSON. Ensuite, à ce niveau-là, on envoie la requête. Voilà, donc là, on vient de définir toutes les propriétés liées à notre requête et là, avec le send, la requête sera exécutée. Alors, comme là, pour l'instant, il s'agit d'une fonction, cette fonction, il faut l'appeler pour qu'elle soit exécutée. La fonction n'a pas encore été exécutée. GetResponse, on a dit que c'est une fonction qui va permettre de récupérer les données. On va donc définir cette fonction. La fonction GetResponse est définie plus bas ici. Fonction GetResponse. Donc, cette fonction est celle qui permettra de récupérer les données une fois que la requête aura été envoyée à ce niveau-là. Et pour ça, donc, on va faire un certain nombre d'opérations. Donc d'abord, on va, dans un premier temps, tester l'état de la requête. Donc, myRequest.readyState égale xml http-request.dan. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Donc on va utiliser un switch. Un switch, c'est un peu comme un if. Ça va permettre de tester les différentes valeurs de type entière qui sont définies par myRequestStatus, c'est-à-dire par l'état qui est renvoyé par la requête. Donc il y a plusieurs cas. Il y a le cas où myRequest.status est égal à 500, caisse 500. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une erreur sur le serveur. Alors, on peut mettre un message, écho erreur serveur, bon là on n'a rien fait, mais c'est un cas qu'il faut traiter. Donc il y a le cas où il y a une erreur serveur, donc là le traitement s'arrête là. Il y a le cas où la page n'existe pas. On peut avoir mauvaise URL ici. Et donc le traitement s'arrête là. Et il y a le cas où le traitement s'est fait correctement. Alors pour avoir tous les codes HTTP pouvant exister, il suffit d'aller sur Wikipédia et vous tapez code HTTP. Alors si les choses se sont bien passées, c'est-à-dire donc si la requête a bien été exécutée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans une variable qui va s'appeler responseData, on va tout simplement récupérer le résultat de la requête myRequest.responseText. Voici responseText, c'est une propriété de myRequest, c'est-à-dire que là, c'est une façon de récupérer les données renvoyées par la requête, et donc en l'occurrence par le web service. Donc comme ces informations sont envoyées au format JSON, on va tout simplement les parser. Alors les parser, ça veut dire que on va les stocker, on va créer une référence via responseData, ils vont être stockés dans une variable, dans cette variable-là, d'une manière qui va nous permettre de les exploiter, comme on va le voir plus bas. Alors, comment exploiter ces données? Pour ça, on va utiliser une fonction qu'on va définir plus bas, on va aller la voir, qui s'appelle parcours JSON, qui va tout simplement parcourir les données qu'il y a dans responseData. Donc cette fonction parcours JSON, elle est plus bas, elle est définie plus bas ici. Elle s'appelle parcours JSON, la voici, et qui a bien sûr une propriété, un paramètre, on lui passe un paramètre, c'est le paramètre qu'on a appelé JSON_obj. Ici on peut donner le nom qu'on veut. En l'occurrence, le fait que l'on appelle parcours JSON à ce niveau-là, ça signifie tout simplement que le JSON_obj va être remplacé par responseData. C'est ça une fonction, c'est-à-dire que JSON_obj va être remplacé par responseData, et partout où il y aura JSON_obj, eh bien ce sera les données récupérées à ce niveau-là qui seront traitées dans notre
fonction. Alors si on descend plus bas, pour voir comment écoder cette fonction, alors bien sûr, plus haut, il convient de remarquer le catch. Au cas où il y a une erreur à ce niveau-là, donc on va tout simplement exécuter ce code-là et afficher le fait qu'il y a une erreur et la description de l'erreur. Ensuite, plus bas, donc ici, voyons comment fonctionne cette fonction parcours JSON. Alors, dans un premier temps, dans une variable, on va récupérer, alors JSON-obj, il ne faut pas oublier, donc c'est ce paramètre, mais que ce paramètre, puisqu'on appelle la fonction à ce niveau-là, va être remplacé par response-data. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que dans response-data, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a les valeurs que nous fournit le web service, à savoir http://localhost /gsb /web service.php. Voilà, donc on a tout ça. Donc il s'agit de récupérer d'abord les frais hors forfait, voilà, c'est-à-dire tout ça, et c'est ce qu'on fait à ce niveau-là, ici. C'est-à-dire quand on écrit line frais forfait égale JSON-obj. Alors JSON-obj, ça représente en fin de compte absolument tout ça, puisque c'est ça la réponse à la requête. Et donc, on écrit line frais forfait égale JSON-obj.fff. Ça veut dire que dans line frais forfait, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette partie-là, on aura la partie qui est ici, voilà, jusqu'à là. Voilà ce qu'on aura. Et donc l'objectif, ça va être maintenant de parcourir le tableau qu'il y a ici, parce que ça c'est un tableau, et pour pouvoir récupérer l'id frais forfait, la quantité, et ainsi de suite. Alors, on va voir comment on procède ici. Donc, comme line frais forfait, c'est un tableau, hein, c'est le tableau qu'on vient de voir ici, là, celui-là, c'est le tableau qui est ici. Voilà, comme line frais forfait c'est un tableau, et bien on le parcourt. For var de j égale 0, j inférieur à line frais forfait.length j++. Donc la boucle va s'achever ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? If line frais forfait de j.id frais forfait égale rep. Donc on va tout simplement tester si cette id frais forfait est égal à repas. Donc à un certain moment, il le sera. Si c'est le cas, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement donc réaliser le traitement suivant. On va faire document.getElementById repas.value. Ça représente tout simplement, si on vient ici sur le formulaire du comptable, ça représente tout simplement le repas de midi qui est ici. Et on veut que ce repas de midi soit remplacé par la variable qui correspondra au repas, c'est-à-dire la donnée qui correspondra au repas plutôt, qui est ici. C'est ce qu'on veut faire. Hein. Ça, il ne faut pas oublier la manipulation du DOM, hein, c'est-à-dire que ici, dans validation comptable, si on descend sur la zone où on a formulaire, voilà, ici, on a $repas, on voit bien qu'on a id égale repas. Donc on récupère cette zone-là pour remplacer sa valeur. On va remplacer la valeur de repas par la valeur que l'on aura récupérée via le RESTful Web Service. Donc c'est ce qu'on fait ici au niveau de Ajax. Donc voilà, donc on écrit document.getElementById repas.value. Donc la valeur de la zone repas sera remplacée par ligne frais forfait de j.quantité. Et donc on fait exactement le même raisonnement pour les nuits, le même raisonnement pour les étapes et le même raisonnement pour le kilométrage.
c'est le même principe ensuite pour les frais hors forfait. On va récupérer ici, dans ligne hors forfait, jsonobj.hff, qui va correspondre, HFF commence ici, les frais hors forfait, hein, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes ces zones-là. Voilà. Et l'objectif, donc, ça va être de récupérer le libellé, la date et le montant dans les zones correspondantes qui sont ici, date, libellé, montant. Pour ça, comment on fait? Document.getElément byID date.value est égal à ligne hors forfait de 0 date. Même chose pour le libellé, même chose pour le montant. Attention, bien évidemment, il faut impérativement que ces idées-là, voilà, soient bien les idées de votre formulaire. Plus bas ici, hein, dans la zone hors forfait. Hein. Voilà, dans la zone hors forfait, on doit avoir date, montant hors forfait, hein, comme on le voit ici, à ce niveau-là. Et puis, libellé. Hein. Enfin, la dernière partie, c'est pour la fiche de frais. Donc, on récupère la fiche de frais. Même chose, on va tout simplement indiquer que les différentes zones vont être remplacées par les valeurs correspondantes que l'on aura récupérées de notre résultat. Voilà. Donc là, ça c'est le traitement JavaScript qui va permettre de communiquer avec le web service. Maintenant qu'on a fait ça, dans index 2, on va s'y rendre. Et dans index 2, qu'est-ce que nous allons faire? Plus bas, nous allons, à la fin de notre code, on va fermer le PHP et on va faire une référence vers le fichier ajax.js. Alors pourquoi on le fait là? Tout simplement parce que il ne faut pas oublier que c'est là où sont inclus les différentes views. Donc on peut, à partir d'ici, comme le fichier ajax.js se trouve dans le dossier view, quand le fichier de validation comptable sera affiché, il le sera affiché grâce à ce fichier index2.php. Donc c'est à partir de là que l'on va tout simplement référencer le programme JavaScript. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans validation comptable? On retourne dans validation comptable et on va aller jusqu'au moment où on a notre bouton recherché. Le submit, on va le remplacer par un button. Parce que le submit, on se souvient que le submit, c'est un type de bouton que lorsqu'on clique dessus, on soumet le formulaire entièrement. Toutes les données du formulaire sont soumises donc au serveur. Et c'est pas ce qu'on veut faire ici. Là, on veut juste avoir un button. Lorsqu'on clique dessus, on ne soumet rien du tout. On envoie juste les données. Et ici, on va rajouter, après rechercher, on va rajouter l'événement onClick auquel on va affecter la méthode getData que l'on vient de créer. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le bouton, eh bien, il va y avoir l'URL que l'on a vu tout à l'heure, hein, celle-ci. C'est-à-dire qu'on va avoir la request, hein, c'est-à-dire la méthode getData qui va être appelée. Cette méthode-là. Voilà, la méthode getData qui va être appelée à ce niveau-là. Cette méthode va être appelée et les données vont être envoyées. Et bien sûr, les résultats vont être récupérés pour être affichés dans le formulaire comme on l'a vu ici. Donc, ça c'est la première des choses que l'on fait. Et bien sûr, normalement, bien s'assurer que dans votre formulaire, vous avez mis les idées partout. Hein. Partout, il y a des idées. C'est-à-dire qu'il faut avoir la propriété ID hein, qui est bien positionnée
partout dans notre formulaire, du moins dans les différents champs de formulaire. Bien, une fois qu'on a fait ça, on peut tester. Alors si on teste, index 2, on saisit un login, on saisit un password, voilà, on saisit un visiteur devant exister dans la base de données, on saisit un mois qui doit exister dans la base de données, et on clique sur rechercher, et voilà, les différentes données sont bien envoyées. On peut bien sûr travailler comme précédemment. Voilà, donc modifier notre code. Voilà. Ici. Donc à ce niveau-là, 208, 208, 208. On peut valider notre formulaire. Voilà. Et si je rappelle mes données, on voit qu'elles ont bien été modifiées. Voilà pour le fonctionnement déjà de notre Ajax. Pour finir, il faut modifier le code pour ne pas mettre les valeurs en dur. Alors pour ça, on va aller dans la méthode. Pour ça, on va d'abord dans le formulaire ici, visiteur, on va ici indiquer id égale visiteur pour qu'on puisse récupérer la valeur sélectionnée. Et même chose pour le mois, à ce niveau-là, on va indiquer id égale mois pour qu'on puisse récupérer la valeur sélectionnée. Une fois qu'on a fait ça, on retourne dans ajax.php et là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la méthode getData récupérer l'id du visiteur. Ici, donc, on manipule le DOM, c'est-à-dire qu'on va tout simplement récupérer la valeur stockée dans la zone visiteur. On va ensuite récupérer la valeur stockée dans la zone mois, à ce niveau-là, et on va construire notre URL. URL égale http://localhost/gsb/webservice.php, on ferme les guillemets, plus on lui ajoute id visiteur, donc ça fera slash, comme tout à l'heure le visiteur, plus le petit slash, plus on lui rajoute le mois. Et une fois qu'on a construit cette URL, bien dans la ligne myRequestOpenGet, on remplace la valeur en dur qu'on avait ici par URL. À partir de là, pas de problème, ça va fonctionner. Voilà. Voilà, donc là, si on essaye de cliquer sur le bouton rechercher alors qu'il n'y a pas de valeur correspondante dans la base de données, ben voilà, ça passe pas. Et là, si on sélectionne une valeur existante dans la base de données, voilà, ça fonctionne. Voilà donc comment mettre en œuvre Ajax dans un formulaire pour ne pas avoir à recharger entièrement notre formulaire. Voilà, ici on a utilisé du JavaScript, on a réalisé un web service et on a effectué un traitement asynchrone. Alors, dans l'objectif suivant, ça va être d'essayer de faire des traitements en PHP. Je vous invite pour l'instant peut-être à bien revoir ce qui a été fait précédemment, de la première vidéo jusqu'à la dernière, pour bien comprendre, si vous voulez, comment réaliser les traitements. Ensuite, ultérieurement, l'objectif, ce sera peut-être, bien sûr, d'ajouter de la sécurité au code, c'est-à-dire qu'il faut que le mot de passe soit crypté dans la base de données, d'éviter les attaques XSS, les attaques CRF, de sécuriser notre code le plus possible, et puis très certainement de l'organiser pour que les
fichier index2.php soit beaucoup plus lisible. Là, on a vraiment travaillé pour essayer de construire notre code pas à pas. Donc là, l'objectif, c'est, si vous voulez, de revoir les choses.